Bonjour à tous, bienvenue sur Fokai Nihongo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que le japonais vous intéresse, et si ce n'est pas le cas, restez quand même, ça vous donnera peut-être envie d'apprendre. Dans cette vidéo, on va parler d'une question simple. Comment apprendre le japonais? Bien entendu, ce n'est pas la première vidéo sur le sujet, alors pourquoi une de plus? Parce que je voulais quelque chose de complet, sans tomber dans des vidéos trop courtes ou trop superficielles. Je veux prendre le temps d'aller en profondeur pour que, à l'issue de la vidéo, vous sachiez ce que vous avez à faire. Comment on va s'y prendre? D'abord, on va voir les différentes écritures japonaises. Ensuite, les choses à apprendre et dans quel ordre. Dans un troisième temps, je vous dirai comment moi j'ai appris et comment je continue à apprendre. Enfin, je vous donnerai un certain nombre de ressources, de sites internet, de chaînes YouTube, etc. Ce ne sera pas exhaustif, bien entendu. Il faudra faire des choix. Je vais donc vous présenter ce que j'ai testé et que j'apprécie. Je précise une chose, je ne suis pas professeur de japonais, je suis un simple apprenant, passionné, qui veut partager son expérience d'apprentissage pour vous aider dans la vôtre. On commence par les écritures. Alors, on va d'abord regarder une phrase en japonais. Nihongo wa chugoku to niteimasu ga, Furansugo to wa okiku chigaimasu. Cette phrase, on peut la traduire en français par « le japonais ressemble au chinois, mais est très différent du français ». On a Nihongo, qui signifie la langue japonaise. Ici, on a Chugokugo, qui signifie la langue chinoise. Niteimasu, ici, signifie ressembler ou être similaire. Ici, ce ga, c'est pour dire « mais ». Furansu, c'est la France. Furansugo, c'est la langue française. Et chigaimasu, ici, ça veut dire être différent. Et okiku, c'est grandement, ou très, donc très différent. Alors ça ne saute pas aux yeux tout de suite, mais dans cette phrase, il y a trois écritures distinctes, qui sont les hiragana, les katakana et les kanji. En bleu, hiragana, en vert, katakana, en rouge, kanji. Alors de façon grossière, on peut se dire que les kanji ont une écriture assez compliquée avec pas mal de traits. Les hiragana, eux, ont globalement moins de traits et ont des formes plutôt arrondies, et les katakana ont des formes moins arrondies, plus anguleuses. En japonais, déjà, au niveau des écritures, on ne parle pas d'alphabet. On a deux syllabaires, parce que ce sont des syllabes, et une collection de kanji. Ces trois écritures sont les principales écritures en japonais, mais on en rencontre d'autres. Dans un écrit japonais, on peut effectivement trouver des lettres de notre propre alphabet, donc notre alphabet latin, par exemple dans des noms d'entreprises, des slogans publicitaires, etc. Donc cet alphabet, on l'appelle le romaji. On trouve aussi des chiffres arabes pour noter les nombres et les chiffres. Ils sont d'ailleurs plus souvent utilisés que les chiffres écrits en kanji. Mais c'est pas tout. On croise aussi des chiffres romains, des emojis, des signes de ponctuation. Mais pour ce qui nous intéresse, nous, on va essentiellement parler des trois principales écritures, donc les hiragana, katakana, kanji. Alors pour ce qui concerne les hiragana, on en a 46. Alors la première ligne se lit A, I, E, E, O. A, I, E, et O. La deuxième se lit Ka, Ki, Ke, Ke, Ko. La troisième Sa, Shi, Se, Se, So. Alors vous remarquerez que la voyelle finale des lignes suivantes ici, justement, ce sont les voyelles qu'on a eues ici. Alors, je parle de voyelles et éventuellement de consonnes, mais en japonais, il n'y a ni l'un ni l'autre. On a simplement des syllabes. La ligne suivante ici, c'est Ta, Chi, Tsu, Te, To. Ensuite, Na, Ni, Ne, Ne, No. Ha, Hi, Hu, He, Ho. Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Ya, Yu, Yo. La, Li, Lu, Re, Lo. Wa, O. Et N. Ici, on a l'impression qu'il manque quelque chose, et là aussi, effectivement, au cours de l'histoire, il y a eu plus de hiragana que ça, mais qui ont été, qui ont disparu au cours de l'évolution de la langue. Alors, les katakana, il se trouve qu'il y en a exactement 46, exactement le même nombre que les hiragana, et ce sont exactement les mêmes sons. Par exemple, là, première ligne, on a encore une fois A, I, E et O, ensuite Ka, Ke, Ku, Ke, Ko, etc., etc. Alors, pourquoi deux syllabaires qui donnent exactement les mêmes sons? Pourquoi ne pas en supprimer un des deux? Évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Si les deux sont là, c'est qu'ils servent, mais pour des choses différentes. Et justement, les hiragana servent essentiellement pour la grammaire, donc écrire ce qu'on appelle les particules, aussi pour conjuguer les verbes et les adjectifs, et servent aussi à écrire les
ce qu'on appelle les furigana. On en parle juste après. Les katakana, quant à eux, servent pour écrire les mots d'origine étrangère, les onomatopées et aussi parfois les noms d'animaux. Ça sert aussi pour mettre en valeur un mot, un peu comme en italique, en français. Alors il faut noter autre chose. Tous les sons du japonais viennent de ces deux syllabaires, autrement dit on pourrait tout écrire en hiragana, ce qui fait qu'on peut se demander à quoi servent les kanji. On en reparle un peu plus loin. Alors les kanji, on ne sait pas exactement combien il y en a, plusieurs milliers et même plusieurs dizaines de milliers. D'ailleurs, je vous mettrai en lien dans la description des ouvrages qui référencent des kanji, des dictionnaires, où on trouve environ 50 000 kanji. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'utilise pas autant de kanji. Disons que aujourd'hui, un japonais adulte, en moyenne, va connaître autour de 2000, 3000, voire 5 ou 6000 kanji pour les plus érudits. Et à la fin du collège, les enfants japonais connaissent en principe environ 2000 kanji, donc 2136 qui sont issus d'une liste officielle qu'on appelle les Jōyo kanji. Alors, à quoi servent les kanji? À écrire les mots de vocabulaire, à écrire les verbes, les adjectifs, donc en gros, un peu à tout. Mais si on dit ça, on n'est pas tellement plus avancé. Alors pour mieux comprendre, je vais reprendre ma phrase initiale. Si cette phrase, je l'écris uniquement en hiragana, ça va donner ça. En japonais, on ne met pas d'espace, en général. Si on met des espaces, c'est pour aider éventuellement les apprenants, mais quand on écrit, il n'y a pas d'espace. Ce qui fait que si on a cette phrase écrite en hiragana, elle est beaucoup moins lisible, beaucoup moins structurée, et les kanji ont justement cette fonction de structurer les phrases. Et donc, finalement, les kanji, à quoi ça sert? À rendre plus lisibles les phrases en les structurant. Et une autre fonction aussi, c'est d'éviter les homonymes, parce qu'il y a beaucoup en fait d'homonymes en japonais, qui, si on les écrit en hiragana, vont donner exactement la même chose, mais quand on les écrit à l'aide des kanji, ça nous donne des choses différentes. Les furigana que j'ai évoqués à l'instant, ce sont ces hiragana que l'on place au-dessus des kanji dans une phrase, pour savoir en fait comment les lire tout simplement. En effet, quand on débute, on ne sait pas forcément comment lire les kanji, et chaque kanji peut se lire d'une ou plusieurs façons différentes. Un kanji, en général, a entre 0 et plusieurs lectures kun, et entre 0 et plusieurs lectures on. Je dirai un peu plus dans la suite ce qu'on appelle lecture kun et on. Alors ici, j'ai mis un exemple d'un kanji, le kanji de choses, objets, matière. En lecture kun, on a mono, on a aussi butsu et motsu. Et je vous ai mis 3 mots avec ces 3 lectures-là. Donc par exemple, le premier mot ici, c'est kudamono. Donc ici, c'est mono. Ça signifie un fruit. Le deuxième mot, c'est nimotsu. Donc motsu ici, c'est cette lecture-là. Ça signifie bagage, valise. Et le mot dobutsu, et là c'est butsu, donc cette lecture-là. Et ça signifie animal. Et vous voyez, quand on voit ces 3 mots, rien ne nous dit a priori si on doit prononcer ça mono, motsu, butsu. Et c'est aussi à ça que servent les furigana quand on débute. Justement, à propos de ces lectures, donc j'ai parlé de lecture on et de lecture kun. Les lectures on proviennent du chinois, donc des mots d'origine chinoise, alors que les lectures kun viennent des mots natifs japonais. Les kanji en fait sont arrivés au Japon via la Corée vers le 5e siècle environ, et il y a eu par la suite plusieurs apports de kanji, avec aussi plusieurs façons de les lire. Donc ce qui explique un peu pourquoi il y a plusieurs lectures on. Le japonais était oral en fait avant l'arrivée de l'écriture chinoise, et ce qui fait que les japonais ont adopté l'écriture chinoise en l'adaptant comme ils pouvaient à leur langue. Pour ce qui est du fait qu'un kanji puisse avoir plusieurs lectures kun, une raison parmi d'autres, c'est qu'un kanji représente une idée, et que cette idée peut s'appliquer à plusieurs mots différents. Alors par exemple, le kanji qui apparaît là,
c'est le kanji de la vie, de la naissance. Ça signifie aussi quelque chose d'authentique ou de cru. Et ce qui fait que ce même kanji a été utilisé pour écrire plusieurs mots qui se prononcent différemment. Donc, et les prononciations ici, enfin, ou plutôt les lectures, sont les lectures kun. Donc ici on a ikiru, qui signifie vivre, on a umareru, qui veut dire naître, et on a aussi nama, qui veut dire cru. Alors je ne suis pas spécialiste de la langue, hein, évidemment, d'autres sauront certainement mieux expliquer ces choses que moi. En tout cas, quand on apprend le japonais, on se retrouve confronté à cette réalité et on doit faire avec, c'est-à-dire les différentes lectures on, les différentes lectures kun. Encore un mot, le japonais n'a pas de ton comme le chinois, et ça explique aussi en partie pourquoi certains kanji ont des lectures similaires en japonais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais dire sur l'écriture. Alors passons au point suivant, à savoir les choses à apprendre et aussi l'ordre dans lequel le faire. Alors, dans la partie précédente, j'ai parlé de l'écriture du japonais car pour moi c'est important si on veut apprendre sérieusement la langue. Je sais que certains veulent se concentrer uniquement sur l'oral et être capable de parler. Je ne les critique pas, hein. Pour ma part, quand j'ai commencé à apprendre le japonais, j'ai voulu être complet et ne rien négliger. Pour le moment, on va parler de ce qu'un débutant doit apprendre et dans quel ordre. Alors la première chose, qui est absolument incontournable, ce sont les kana, c'est-à-dire hiragana, katakana. Alors vous ne devez pas les négliger, il existe plein de façons de les apprendre. Vous pouvez facilement trouver des feuilles de kana pour vous entraîner à les écrire. Il existe des sites web dédiés pour s'entraîner. La plupart des applis vous permettent aussi de les apprendre. En tout cas, il faut absolument apprendre à les lire, tous. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que si vous voulez étudier sérieusement le japonais, vous ne pouvez pas vous contenter du romaji, c'est-à-dire d'écrire le japonais à l'aide de notre alphabet. Le romaji peut éventuellement être une roue de secours les premiers temps, mais c'est surtout pas un pilier sur lequel votre apprentissage doit s'appuyer. Il faut rapidement les laisser tomber, voire même ne jamais y toucher d'ailleurs. Alors, apprendre les kanas, c'est apprendre à les lire, mais en fait, dans l'idéal, apprendre à les écrire aussi, à la main. Ça permet de mieux les retenir, et normalement, si vous faites ça sérieusement, ça ne doit pas prendre plus d'un mois. Certains le font même en une semaine. Mais de toute façon, que vous le fassiez en une semaine ou un mois, peu importe, faut le faire. Et ensuite, il faudra réviser régulièrement pour ne pas oublier. Alors, dès que les kanas sont acquis, et je dirais même presque en même temps, il faut commencer à apprendre la grammaire, donc les bases de la grammaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont les points de grammaire du JLPT N5 dans un premier temps, puis du N4 dans un deuxième temps. Alors, je parlerai du JLPT juste un peu après. Alors pour en venir aux bases de la grammaire, il existe plein de ressources pour ça, des livres, des applications, etc. Faut pas vous inquiéter à rechercher la ressource parfaite, de toute façon elle n'existe pas. Donc contentez-vous d'en prendre une et de la suivre. Et de toute façon, si vous manque un certain nombre de points à la fin, c'est pas grave, c'est rattrapable. Et de toute façon, l'apprentissage, ça n'est pas une ligne droite, donc c'est normal de faire des détours et même des retours en arrière. Ensuite, en même temps qu'on apprend les bases de la grammaire et les kanas, il faut apprendre les kanji. Alors, qu'est-ce que j'entends par apprendre? Pour ma part, je conseille d'apprendre uniquement les significations des kanji, et pas les lectures on et kun. Alors pourquoi? Parce que d'une part, ça prend beaucoup plus de temps, enfin c'est beaucoup plus difficile d'apprendre les lectures en plus, et en plus, c'est plus facile d'apprendre les lectures directement dans les mots, donc en apprenant les mots. De plus, certaines lectures sont peu utiles et ne servent que dans des mots très spécialisés. Et donc ce serait un peu une perte de temps de les apprendre. Donc en même temps qu'on apprend les kanji, il faut apprendre le vocabulaire. Alors le vocabulaire, pareil, classé par niveau JLPT, donc JLPT N5 et N4, etc. Alors, la façon d'apprendre, c'est essayer d'apprendre directement à les reconnaître et à les lire, et à en connaître le sens. Donc ça, c'est pareil, il existe plein d'outils pour ça. Et en apprenant
le vocabulaire de cette façon, vous verrez que petit à petit, vous arriverez aussi à deviner la lecture des kanji dans d'autres mots que vous rencontrez pour la première fois. De la même façon, il faut faire travailler son oreille en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos. Il y a plein de vidéos de tous les niveaux comme ça sur YouTube, du débutant complet, en passant par niveau intermédiaire jusqu'au niveau avancé. Alors je vous mettrai en lien un certain nombre de chaînes YouTube que j'aime regarder. Et il faut surtout pas négliger aussi la lecture. Donc il faut lire autant que possible en essayant de trouver des lectures adaptées à son niveau. Alors ce que j'appelle adapté à son niveau, c'est il faudrait que ce soit d'un niveau légèrement au-dessus du vôtre, parce que si c'est trop haut, ça a tendance à décourager, parce qu'on passe son temps à regarder les mots qu'on ne connaît pas, et si le niveau est trop bas, bah, on n'apprend rien, donc c'est pas efficace. Donc le mieux, c'est un peu au-dessus de son niveau. Et évidemment, quand on lit, il faut essayer de lire de façon active, et donc dès qu'on croise un mot ou une structure grammaticale qu'on ne connaît pas, eh ben, on cherche à la comprendre, ou à les comprendre. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas encore évoqué, c'est parler. Alors, parler et écrire, en gros, produire. Alors ça, c'est peut-être le point le plus difficile, car c'est difficile de trouver un interlocuteur, et c'est souvent le point qui pose problème. Et très souvent, les gens ont un niveau de compréhension orale et écrite qui est bien supérieur à leur niveau d'expression. Et d'ailleurs, c'est mon cas. Évidemment, l'idéal, ce serait d'avoir un interlocuteur natif, hein, mais bon, c'est pas toujours facile d'en avoir. Mais au moins, ce que vous pouvez faire, c'est déjà lire à haute voix, répéter. Quand vous écoutez des vidéos YouTube, c'est par exemple répéter ce que vous entendez, etc. Donc, en gros, parler, quoi, voilà, s'exercer à parler. Et puis, pourquoi pas écrire aussi. Certains se mettent à écrire un espèce de journal intime, enfin, ou en tout cas, par exemple, tous les jours, d'écrire des choses sur ce que vous avez fait, sur ce que vous pensez, enfin, peu importe. Ça force, en fait, à faire des phrases, et ça force à produire et à réfléchir à comment construire une phrase. J'ai parlé plusieurs fois du JLPT. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un examen organisé par des institutions japonaises. Il est composé de 5 niveaux distincts. Donc ça va de N5 à N1. N5 c'est le niveau le plus bas et N1 le niveau le plus avancé. Alors au Japon, il y a 2 sessions d'examen par an. En France, je crois que il y a une ou deux sessions par an selon l'endroit où on peut le passer. D'ailleurs, les centres d'examen, il y en a à Paris, à Lyon, Bordeaux, Strasbourg et Nantes, je crois. Alors c'est un examen qui est officiellement reconnu, dans le sens où certaines entreprises au Japon exigent d'un étranger qui souhaite travailler chez eux qu'il ait le JLPT N2 voire N1. Idem si un étudiant étranger veut aller étudier au Japon. En général, on exige d'avoir le JLPT N2 ou N1. Les niveaux vont du N5 au N1. Le N5, c'est considéré comme débutant. N4, c'est considéré comme débutant ou pré-intermédiaire. N3, c'est considéré comme intermédiaire. Et N2, N1, ce sont les niveaux avancés. Alors maintenant, est-ce que passer cet examen a un vrai intérêt ? Pas vraiment si vous n'avez aucune intention d'aller travailler ou étudier au Japon. Mais sinon, ça peut quand même être un challenge et une source de motivation pour certains, donc à la limite, pourquoi pas. Disons que un intérêt important du JLPT réside dans le fait que plein de ressources sont basées sur les niveaux JLPT. Et ça permet donc de savoir où on en est dans son apprentissage, ça permet de savoir quelles sont les choses à apprendre, quelles sont les choses qu'on a laissées de côté, etc. En gros, c'est un chemin balisé qui permet de savoir où on en est dans son apprentissage. Par exemple, vous trouvez des listes de kanji qui sont classés par niveau JLPT. Alors, il n'y a pas de liste officielle, hein, mais vous trouverez... Donc, les listes, en général, sont assez similaires. Pareil, vous avez des listes de grammaire classées par niveau JLPT, les points de grammaire aussi. Rien n'est officiel dans tout ça, en fait.
Chaque livre ou chaque application, etc. fait un peu ses propres listes, mais globalement, c'est la même chose à peu près partout. Donc en gros, il faut voir le JLPT comme un point de référence. Alors, en ce qui me concerne, je suis encore un apprenant, hein. Mon niveau actuel, c'est fin N4, on va dire début N3. Donc je me considère encore comme presque débutant, ou disons début intermédiaire. Et j'espère atteindre un niveau N3 d'ici peut-être un an, j'espère. Alors, mes débuts, comme beaucoup d'apprenants, ont été assez chaotiques, parce que souvent, quand on débute, on cherche le truc qui nous convient. C'est-à-dire livre, appli, etc. Et comme je le disais plus tôt, bah, peu importe. Choisissez une méthode qui tient la route et suivez-la. De toute façon, vous aurez le temps de rattraper les choses que vous n'avez pas vues ou que vous avez mal faites, etc. Alors pour ma part, j'ai appris les bases, les kanas, pardon, sur une application qui s'appelle JA Sensei. Alors c'est une application que je recommande fortement. J'en reparle un peu plus tard. Pour ce qui est des bases de la grammaire, j'ai appris sur une application qui s'appelle Busuu, et j'ai aussi un peu travaillé sur le livre de Tai Kim. Concernant les kanji et le vocabulaire, c'est encore sur JA Sensei que j'ai appris et que j'apprends. Alors, encore une fois, il n'y a pas de méthode miracle, hein, ou de méthode qui surpasse toutes les autres. Il faut trouver ce qui vous convient, ce que vous aimez aussi, parce que ça participe à garder la motivation. Si vous étudiez et que vous vivez ça comme un calvaire, ça sera compliqué de rester motivé. Donc la clé, c'est d'être régulier, et pour être régulier, il faut garder la motivation et apprécier le chemin, être curieux, être émerveillé, donc voilà, ça fait toute la différence. Quand on se balade un peu sur YouTube, on croise assez régulièrement des vidéos de personnes qui ont appris le japonais en quelques mois. D'autres qui disent qu'ils ont passé le JLPT N1 ou le JLPT N2 en un an. Alors, c'est très bien, mais ça ne représente pas la moyenne des apprenants. Donc faut surtout pas se décourager quand on croise une telle vidéo, faut garder son cap, continuer, rester motivé, et puis de toute façon ce qui compte c'est d'avoir envie d'apprendre, hein, c'est ça le principal, et c'est ça qui donne envie de continuer. Les ressources que j'ai utilisées, je vais en dire un peu plus maintenant. La première c'est JA Sensei. J'ai déjà dit qu'elle était très complète, mais elle est très complète surtout dans ses versions premium. Et en fait il y a deux versions premium, l'une à environ 15 €, et l'autre à environ 50 €, et ce sont des prix qui sont à vie, c'est-à-dire que c'est pas un abonnement par an, c'est vous payez 15 € une fois, 50 € une fois, et c'est tout. Et personnellement, j'ai la version la plus haute, celle à 50 € qui s'appelle la version Samouraï. Dans cette version, vous avez des leçons de grammaire, vous avez environ 180 fiches de points de grammaire qui couvrent en gros le JLPT. Vous avez une très grande liste de vocabulaire, classée par niveau JLPT. Vous avez environ 6000 kanji, dont les Joyo kanji, etc. Pour chaque mot de vocabulaire, vous avez un certain nombre de phrases exemples. Chaque mot, chaque phrase exemple est accompagné d'un audio qui a été enregistré par un locuteur natif. En plus, vous avez de quoi apprendre à lire et écrire les kanas, lire et écrire les kanji. Vous avez un outil de conjugaison de verbes et d'adjectifs, vous avez des points culturels, vous avez une partie avec des audios pour vous exercer à écouter, vous avez aussi des histoires à lire. Donc c'est vraiment un très bel outil que je trouve à un prix très raisonnable. Parce que, comme je l'ai dit, hein, c'est pas un abonnement à l'année, c'est vous payez une fois. Donc c'est comme acheter un livre et puis que vous gardez pendant longtemps. En plus, un avantage, c'est que l'application est développée par un Français, ce qui évite un certain nombre d'erreurs de traduction qu'on peut trouver dans d'autres applis qui sont à la base anglophones, mais qui ont une version française traduite. Et donc là, on n'a pas ce genre de problème. L'autre application que j'ai utilisée durant une bonne année, c'est Busuu. Alors c'est une application d'apprentissage de langue, dont le japonais. Elle est assez bien faite, je trouve. On a un abonnement à l'année, ou bien une version gratuite non complète avec publicité. Moi j'avais pris un abonnement d'un an, et j'ai fait ce qu'ils appellent le niveau A1, A2 et B1. Donc en gros, ça m'a permis d'atteindre un niveau N5, N4, que j'ai consolidé par la suite. Hein, comme je vous ai dit, de toute façon, l'apprentissage se fait pas de façon linéaire. Hein. Alors une autre appli que j'utilise, mais de façon plus secondaire, ça s'appelle Renshu. Alors c'est une application qui ressemble un peu à JA Sensei.
dans le sens où elle contient des listes de vocabulaire, des listes de kanji, des points de grammaire. Elle est très complète, et elle est même plus complète que JA Sensei en termes de vocabulaire. Mais les mots les moins communs ne sont disponibles qu'en anglais. Donc tout n'est pas en français en fait. À la base, c'est une appli, on va dire anglophone, mais une bonne partie est traduite en français. Bon, personnellement, je préfère JA Sensei, mais c'est une question de goût, hein, et puis aussi d'habitude, parce que j'ai commencé avec JA Sensei, donc finalement, ça reste ma référence. Mais Renshu est très bien, et en plus, elle est gratuite. Alors, il y a une version premium, mais qui est surtout là pour soutenir les développeurs, parce qu'elle apporte pas beaucoup plus de choses. En tout cas, c'est une très belle appli, hein, et si vous la prenez comme appli principale, c'est très bien. Une dernière appli que j'utilise très régulièrement, je dirais même tous les jours ou presque, ça s'appelle Todai Learn Japanese. On y trouve beaucoup de choses dans sa version premium, des articles de presse classés par niveau JLPT, avec un dictionnaire intégré. On y trouve aussi des leçons de grammaire, des listes de vocabulaire, un analyseur de texte, des chansons, des extraits de journaux TV, avec le texte en dessous. Moi, je l'utilise principalement pour lire les articles de presse. Et pour ceux qui connaissent, en fait, c'est une version, on va dire, améliorée ou renforcée de NHK News Web Easy, dont je parle un peu plus tard. Je regarde aussi beaucoup de vidéos YouTube, du type vlog, discussion, podcast, etc. Je mettrai un lien vers un certain nombre de chaînes que j'aime regarder. Et ça, c'est vraiment très important pour entraîner votre oreille. Donc faites-le quasiment dès le début. Et quoi qu'on en dise, on n'est pas forcément d'accord, mais j'utilise pas mal ChatGPT. Alors, moi, je l'utilise essentiellement pour lui poser des questions du genre quelle est la différence entre tel mot et tel mot. Par exemple, il va me dire que tel mot est plus formel, ou me dire dans quelle situation on utilise tel mot et pas l'autre, etc. Donc, je n'utilise pas directement ChatGPT comme prof, parce que là, il faut quand même se méfier des erreurs possibles. Mais je lui pose des questions assez précises sur du vocabulaire, sur des points de grammaire, sur les kanji. Et là, globalement, il dit pas trop de bêtises quand même. Avant de passer à la suite, je ne peux pas ne pas parler de Anki. C'est une application qui est disponible sur le web et sur smartphone. Alors, elle permet, via un système de flashcards, de faire des révisions de vocabulaire en utilisant ce qu'on appelle la répétition espacée. Alors je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce qu'il y a beaucoup de contenu sur Anki, donc n'hésitez pas à regarder par vous-même. En tout cas, c'est une appli qui peut se révéler vraiment utile et très puissante pour apprendre le vocabulaire ou les kanji par exemple. Dans la partie finale, je donne un certain nombre de ressources ou de sites que j'utilise ou que j'ai utilisés, et on se retrouve juste après pour se dire au revoir. Ok, alors on se retrouve pour que je vous présente un certain nombre de sites, essentiellement de lecture. Mais avant ça, je voulais vous présenter deux extensions que je trouve très pratiques. Alors la première qui est écrite ici, donc Furiganize, et l'autre que je voulais vous montrer qui s'appelle Yomitan. Alors on va voir tout de suite à quoi servent ces deux extensions. Ok, alors donc l'extension qui parle de Furigana, justement, ça permet d'enclencher, enfin, ou en tout cas de mettre des furigana sur un texte japonais. Donc on peut mettre ou enlever. Et Yomitan, c'est en quelque sorte un dictionnaire intégré. Donc je passe ma souris en l'actionnant avec un bouton sur un mot, et je vais avoir sa lecture, je vais avoir l'audio, Ukabu. je vais avoir les différentes traductions. Je peux aussi aller voir les kanji, donc par exemple là sur ce mot-là, si je clique sur le premier kanji, donc je vais avoir les différentes traductions ici, les différentes lectures, le niveau JLPT. Voilà, donc ça c'est Yomitan, que je vous recommande fortement. Alors je passe à ce site. Alors ça c'est une appli qu'on trouve sur Android et probablement iOS, qui s'appelle Japanese Reading. Donc ce sont des textes qui sont classés par niveau JLPT, qui sont renouvelés régulièrement, hein, il y en a beaucoup. Donc quand vous cliquez sur un texte, vous avez donc le texte avec les furigana qu'on peut mettre ou enlever.
Quand on clique sur un mot, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui permet d'avoir les traductions. Alors c'est en anglais, pas en français. Voilà, alors l'intérêt aussi, c'est que c'est entièrement gratuit, hein, il n'y a aucun abonnement là-dessus, et il y a beaucoup de textes qui sont en plus ajoutés régulièrement. Donc je vous conseille cette appli. Donc ça, c'est un site qui s'appelle YomuJP. Alors, ce sont des textes qui sont classés par niveau JLPT, donc ça va du N5 jusqu'au N1, et ils ont même rajouté une catégorie N6, qui en gros veut dire que c'est un peu plus facile que du N5 encore. Alors il y a beaucoup de textes à la base, vous voyez que N5, N6, il y a une centaine de textes, etc. Mais un certain nombre sont accessibles aux membres seulement. Donc il faut devenir membre pour voir. Voilà. Alors je vous montre à quoi ressemble un texte. Donc ça c'est un texte N4. Donc vous avez le texte avec les furigana, et vous avez en plus 誰が言いに行く明日は可燃ごみの日だ。私は夜ご飯の後、voilà. Donc un site pas mal. Alors le suivant, qui s'appelle Tadoku. Donc ne notez pas, hein, je vous mettrai tous les liens dans la description, tous les liens de ce que je présente ici. Alors Tadoku, donc là j'ai présélectionné les livres gratuits. Il y en a déjà pas mal, 135. Alors c'est plus ou moins classé par niveau. N5 je crois que c'est le plus dur, L0 c'est on va dire débutant. Donc par exemple si je clique sur un texte ici, donc voilà, on a notre texte ici, alors ça se lit de droite à gauche. Donc on a d'office les furigana, je crois, je sais plus s'ils sont partout, mais en tout cas, ouais, la plupart l'ont. Et on peut même télécharger le texte en PDF. Et puis, il y a un audio qui a priori n'est pas encore là, mais qui devrait arriver. Donc pas mal de matériel encore une fois. Un autre site de lecture, alors niveau 1, niveau 2, niveau 3, le 3 c'est le plus dur. Alors si je clique sur niveau 2 par exemple, donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses, hein. Alors je vais prendre le premier. Alors, donc vous avez, en gros c'est un texte avec furigana. Bon là il se trouve que c'est une recette de cuisine, mais vous avez beaucoup de choses différentes, hein, dans ce site. Un autre site que j'aime bien aussi, qui est pas mal fait, c'est alors c'est un site qui contient essentiellement des textes pour débutants, parce que si on sélectionne intermédiaire, on n'en voit que 4. Si on prend avancé, il n'y en a que 1. Alors par exemple, si je prends celui-là, alors ça se présente comme ça, on a le texte ici. Ensuite, donc sans furigana, on a un audio global pour tout le texte. Ensuite, chaque phrase est reprise avec furigana. On a la traduction en anglais, et on a même des explications du type explications sur la grammaire, ou des fois sur le vocabulaire. Et on a une liste de vocabulaire en plus ici. Donc voilà, un site qui est pas mal fait. Je passe au suivant. Donc là, on part de cette adresse-là, et c'est le premier lien, donc celui-là. Alors ça, c'est un site qui référencie des vieux contes, en fait. Celui-là. Alors on va essayer celui-là. Alors, ici, on a le texte. Et puis, on a des audios. Donc, plusieurs audios disponibles. Parfois, il n'y en a que un. Et il y a même des audios qui sont en fait qui proviennent de chaînes YouTube. Bon, je vais pas forcément vous faire une démonstration de tout ce qu'on trouve, hein, mais donc, par exemple là je clique. Tanuki to Hikoichi. Mukashi mukashi, Hikoichi to you totemo kashikoi kodomo ga imashita. Ok. Alors je vais passer au site suivant. Alors c'est un site qui parle d'animé, ou plutôt de manga d'ailleurs. Donc je vais choisir la langue française. Alors je vous laisserai explorer, hein. Donc galerie de personnages, etc. Je vais aller directement sur des scènes pour vous montrer comment c'est fait. En gros, vous avez
vous voyez que quand je passe ma souris ici, le texte change de couleur, et si je clique, お弁 et ben j'ai le texte qui est lu. Donc par exemple ici, j'ai la version en kanji et kana, je peux mettre kana seulement, ou même le romaji. Et puis j'ai en plus la traduction en français. Donc voilà, vous avez fait ça comme ça pour chaque page, etc. Alors un autre site qui pour moi est incontournable, c'est NHK Newsweb Easy. Alors ce sont des articles de presse, mais destinés aux apprenants, donc débutants ou pas, enfin en général plutôt débutants. Donc par exemple si je clique sur un texte, donc je vais avoir le texte avec Furigana que je peux enlever ou remettre. Si je clique ici, j'ai l'audio qui va démarrer. 横浜で日本とは Voilà. Donc je vous avais parlé tout à l'heure d'une appli qui s'appelle Todai Japanese. Bah, c'est un peu la même chose, mais ça, sauf que ça c'est gratuit, donc NHK Web Easy c'est gratuit, mais ça fournit moins de choses aussi. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'il y a autant d'articles, mais vous n'avez pas de dictionnaire intégré, etc. Et vous n'avez pas tout ce que Todai offre aussi. Mais par contre, ici, c'est entièrement gratuit. Alors, un autre site qui s'appelle Matcha. Alors, ça se présente un peu comme des reportages. Donc, par exemple, là, si je clique sur celui-là, donc Tokyo, Osaka, donc ça me présente un texte avec Furigana. C'est un peu comme, voilà, vous voyez qu'ici, il me parle d'un trajet qui a duré 2h30, qui a coûté 15 000 yens, etc. Donc vous avez plein de textes comme ça. Donc un autre site, un peu du même genre, qui s'appelle Watanok. Donc par exemple, si je clique sur le premier texte, ici c'est N4, vous voyez que vous avez des classifications ici. Donc par exemple là, le premier texte, c'est un N4. Alors, vous avez le texte. Ok. Vous avez aussi, vous voyez que si je passe ma souris, donc je vais avoir, je vais avoir la traduction, je vais avoir la prononciation, et il y a même des endroits, alors ici, est-ce que c'est le cas? Voilà, j'ai même à certains endroits des explications grammaticales. Là, cette phrase, si je passe ma souris sur English, eh ben, je vais avoir la traduction en anglais. Voilà, donc un site qui est pas mal fait aussi. Alors un autre site qui, lui, est complètement différent, c'est un site qui... dans lequel en fait des gens peuvent simplement mettre à disposition des romans ou des textes qu'ils ont écrits. Alors c'est pas du tout destiné aux débutants, hein. Donc je vais en prendre un au hasard. Donc par exemple celui-là il a 28 chapitres. Donc je clique, voilà, j'arrive sur cette page, donc j'ai mes 28 chapitres ici. Donc je vais prendre un chapitre un peu au hasard, celui-là. Voilà, donc ce sont essentiellement des romans, des nouvelles, etc., qui sont écrites par des écrivains amateurs, ou peut-être même professionnels, mais essentiellement amateurs, je pense, parce que c'est libre de droit, hein. Vous pouvez lire ça gratuitement. Alors, justement, là c'est l'occasion d'utiliser ce genre d'extension, donc Furigana ici, et puis Yomitan aussi. Voilà. Donc ça c'est un site qui n'est pas vraiment destiné aux débutants, mais plutôt au niveau intermédiaire, voire avancé. Alors, encore quelques sites. Je vous présente un site, alors je ne vais pas m'étendre beaucoup, hein, c'est juste pour vous montrer qu'il existe, hein, qui s'appelle Verasia, et qui est un site dans lequel on peut commander tout un tas de choses qui sont liées au Japon. Alors évidemment il y a beaucoup de livres, mais pas que, il y a aussi des choses liées à la calligraphie, des objets, voilà. Un autre site qui est pas mal,
qui s'appelle Nippongo. Alors là, ce sont essentiellement des livres d'occasion. Donc il y a des mangas, mais pas que. Donc par exemple là, si je vais dans Light Novel, vous voyez qu'il y a la Reine des Neiges ici, Blanche-Neige ici. Donc par exemple, imaginons que je clique là-dessus. Donc description, si je regarde le détail du produit, je vois que Fuligana, c'est marqué partiel. Donc ici, c'est en partie. Voilà, il y a des Fuligana pour certains mots, mais pas tous. Bon, vous voyez que, voilà, par exemple là, Kiko était... Enfin, je pense que les Fuligana sont mis sur essentiellement les mots difficiles, j'imagine. Donc certains livres ont Fuligana partout et d'autres n'en ont pas du tout. Alors un dernier site que je voulais vous montrer, ou l'avant-dernier plutôt, c'est un site plutôt de référencement. Donc, alors, choose your Japanese level, donc là je peux mettre mon niveau, ou alors garder tout. Donc imaginons, je clique là-dessus. Alors qu'est-ce que ça me dit en fait? Ça me dit, bon, ça me donne une description du livre en question, et le but de ce site, c'est que ça vous donne où vous pouvez le trouver. Donc ça vous met un lien par exemple sur Amazon Japan, Rakuten, ebook, etc. Et vous avez même ici une version apparemment libre sur Open Library. Alors un dernier site que je voulais vous montrer qui s'appelle JLPT Go. Alors c'est un vieux site qui n'est pas mis à jour depuis une bonne dizaine d'années, même un peu plus, mais qui est relativement complet et qui peut vous servir en complément dans votre apprentissage. Alors par exemple si je vais dans grammaire JLPT N5, vous avez par exemple tous les points de grammaire de JLPT N5, alors tous je sais pas, mais une bonne partie en tout cas. Donc si je clique par exemple sur voilà, ce lien-là, et ça vous dit comment ça fonctionne, et puis vous avez des phrases exemples, et éventuellement des gens qui ont mis des remarques, voilà. Puis pareil, vous avez du vocabulaire, des listes, ça parle aussi des kanji, etc. Alors je rajoute 2 sites qui peuvent être très utiles. Le premier, c'est un site pour s'exercer dans l'apprentissage des kana, donc hiragana et katakana. Alors comment ça fonctionne? En gros, vous choisissez les kanas sur lesquels vous voulez vous exercer, donc vous pouvez mettre tout ou rien, etc. On peut choisir hiragana ou katakana, etc. Et puis ensuite, on fait Start the quiz. Et il y a plusieurs sortes de quiz, donc là c'est de hiragana vers romaji. Et donc on essaye de répondre aux questions, etc. Donc vous pouvez très bien faire ça ligne par ligne. Par exemple, premier jour vous vous exercez avec A, I, U et O. Deuxième jour, vous rajoutez K, K, Q, K, Ko. Troisième jour, vous rajoutez cette ligne, etc. Donc vous pouvez faire ça petit à petit. Et donc idem pour les katakana. Et un autre site que je voulais vous montrer, qui s'appelle Irodori. Alors ça, c'est un site qui contient des livres qui sont libres de droit. Donc vous pouvez les utiliser gratuitement. Alors, j'avoue que je ne connais pas personnellement, c'est-à-dire j'ai pas été... je ne les ai pas lus ou utilisés, mais je pense que ça vaut le coup au moins d'aller jeter un coup d'œil, parce que c'est une alternative gratuite à d'autres livres beaucoup plus connus comme Minna no Nihongo ou bien Genki par exemple. Donc là c'est quelque chose d'entièrement gratuit. Vous pouvez télécharger au format PDF, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous voulez le faire en plus. Par exemple French ici par exemple. Et ensuite, vous pouvez télécharger les versions PDF, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. On se quitte devant le Todaiji à Nara. Je vous souhaite un bon apprentissage et je vous dis à bientôt. Salut!